Et l'océan et l'atmosphère réchauffée rentrent dans ce même processus de convection que l'intérieur de la Terre pour se refroidir. La plus efficace des solutions pour l'atmosphère, c'est de faire cette grande circulation atmosphérique qu'on connaît par cœur, les anticyclones, les dépressions, quand elles sont là, on les ressent très bien. Pour le coup, c'est des mouvements qui sont rapides, parce que les mouvements d'Hélios sont des mouvements rapides auxquels on est sensible. Les mouvements d'Hadès, on y est peu sensible, en tout cas dans la culture occidentale. Je suis en pourparlers, c'est pas des négociations, c'est des discussions avec des anthropologues qui ont bossé sur la culture de la Pachamama en Amérique du Sud, qui me disent, mais votre zone critique, c'est la Pachamama. En fait, les Indiens du Pérou savent très bien que les montagnes, elles sont très importantes, qu'elles vivent, qu'elles respirent, qu'elles peuvent pleurer, même dans le langage des peuples qui vivent dans les Andes. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que maintenant, avec nos GPS, on voit très bien les montagnes grimper. Récemment, on nous annonce que le Mont Blanc a encore pris quelques centimètres. C'est normal, c'est la collision entre l'Afrique et l'Europe, et ça fait monter les Alpes. Ceci m'amène à une très belle citation d'un personnage qu'on pourrait peut-être mettre en diapositive. C'est 3 diapositives après, si c'était possible. Voilà, c'est M. Hutton, c'est un Écossais, qui a dit une phrase qui est la phrase fondatrice de la géologie, qui est très belle, « No vestige of a beginning, no prospect for an end ». Nous n'avons pas de traces des débuts en géologie. Les débuts de la Terre, on n'y accède pas parce qu'ils ont été effacés par ce tapis roulant permanent qui crée et détruit tout sur son passage. La Terre est sans cesse réjuvénée. Et ce qui est intéressant chez ce monsieur, c'est que c'est un agronome, le père de la géologie. Il est considéré comme le papa de la géologie. James Hutton est un agronome. Il a une ferme. Gentleman farmer, il fait de la science à ses heures perdues. Ça existe au UK. Il est agronome et il se questionne sur la fertilité de son sol. Il a parfaitement compris que l'agriculture, pratiquement par définition, n'est pas durable, puisque vous faites cultiver des choses et vous les emmenez ailleurs. Donc si vous n'avez pas un processus de compensation, de recyclage, comme aurait dit Lavoisier, c'est pas durable, d'accord ? C'est un système qui est fini. Donc je trouve ça vraiment intéressant, et peu de gens le savent, que le père de la géologie est un agronome. Voilà ce qu'a dit Hutton, et ça me fait penser à une très belle expression de Bernadette Binceau de Vincent, qui est une historienne des sciences, philosophe, qui a écrit un livre qui est très beau, qui s'appelle Le temps paysager, où elle dit que l'espace c'est du temps, et où elle nous explique que tout est un moment d'être dans un devenir. Finalement, la pellicule habitable de la Terre, ce que j'ai appelé la zone critique, c'est un moment d'être dans un devenir général. Le devenir général, c'est la radioactivité. Vous n'y échappez pas. Et la radioactivité, elle a commencé à la naissance de la Terre, et elle finira lorsqu'il n'y aura plus d'éléments radioactifs. Donc ça vous donne une direction temporelle que les Grecs appelaient le chronos, le temps qui passe, le temps qui s'écoule. C'est une flèche. Mais sur cette flèche viennent se greffer des moments d'être dans un devenir, comme des espèces de turbulences qui sont les cycles qu'Ebelmen et Lavoisier ont découverts. Ebelmen pour un cycle long et Lavoisier pour un cycle court. Une montagne, c'est un moment d'être dans un devenir. Les Alpes, qui ne sont pas très loin d'ici, se sont créées, se sont en train de s'altérer par les phénomènes dont j'ai parlé, et dans quelques dizaines de millions d'années, ne seront plus là. Ça peut vous paraître long, dizaines de millions d'années, mais pour le temps géologique, la Terre est à 4500 millions d'années, c'est juste rien, c'est le battement de la Terre. Donc une montagne, c'est un moment d'être dans un devenir d'histoire géologique. Une montagne est un passage, en fait, on peut le dire comme ça. Donc ça m'amène à la question des temporalités, car vous comprenez, rien n'est pérenne. Rien n'est pérenne. La feuille qui croît au printemps tombe à l'automne et sera décomposée au printemps suivant. Le carbone qu'elle avait emprunté à l'atmosphère quelques mois auparavant est relâché quelques mois plus tard. C'est un cycle. Celui de la photosynthèse, respiration, c'est celui que Lavoisier avait énoncé. Il suffit de remplacer la photosynthèse par l'altération des roches et la respiration par le volcanisme, et vous avez un nouveau cycle, celui qu'a découvert Ebelmen, et qui est le cycle que je vous ai décrit tout à l'heure. Tous les
cycles s'appellent des cycles biogéochimiques du carbone. C'est à la base de ces cycles que c'est grâce à ces cycles que sont faits les modèles d'évolution du climat. Sauf que les modèles d'évolution du climat ne tiennent pas compte des cycles longs. Ils sont essentiellement focalisés sur les cycles lourds, dans les cycles, dans les modèles climatiques, ceux qui nous prévoient un avenir qui n'est pas radieux, mais qui ne se trompe certainement pas. Ces cycles-là ne prennent en compte que le cycle photosynthèse, respiration. Ils commencent à s'enrichir de cycles un petit peu plus longs, qui prennent par exemple en compte la formation d'humus dans le sol. Toutes les feuilles ne seront pas retransformées en gaz carbonique au printemps prochain. Une partie va donner de l'humus, et c'est bien, c'est une forme de réserve, mais une autre partie va donner du calcaire, et c'est bien, c'est une autre forme de réserve qui sera là pour des durées encore plus considérables. Donc ce que j'essaie de vous dire, et ce que j'essaie de décrire dans le livre, c'est que la Terre habitable, elle est hantée par des cycles spatio-temporels. Certains nous sont visibles, la feuille qui tombe, l'humus dans le sol, ils nous sont sensibles, d'autres ne le sont pas du tout et nécessitent que l'on s'équipe d'instruments. Moi, en tant que scientifique, je considère que les instruments sont des extensions de ma sensibilité. Je ne suis pas doué d'une certaine forme de sensibilité géologique et donc par le truchement d'instruments, je peux m'y rendre sensible. Et ce qui compte, ce n'est plus le temps linéaire, le chronos, mais c'est le temps de révolution, le temps de rotation. Ce que l'on appelle en géochimie un temps de résidence. Et je reprends la citation de Bernadette Vassaux de Vincent. Un carbone enfermé dans une feuille y est en résidence pendant quelques mois. D'accord ? Un carbone enfermé dans un tronc, quelques siècles. Un carbone dans un humus du sol, quelques millénaires. Un carbone enfermé dans un charbon ou dans un calcaire, plusieurs centaines de millions d'années. Éventuellement, vous pouvez imaginer que du carbone qui était dans une feuille se retrouve embarqué grâce à la tectonique des plaques dans les profondeurs de la Terre et devient du diamant. Parce qu'à ces très hautes pressions, la seule forme stable de carbone, c'est le diamant. Il existe dans le manteau de la Terre des diamants qui ont été des feuilles. Et eux sont piégés pour des temporalités beaucoup plus longues, quelques milliards d'années, ça commence à être sérieux. Mais ce n'est pas des infinis. D'accord ? Et donc ces cycles sont une forme de grammaire que l'on doit respecter. Et ma manière de voir, moi, l'habitabilité de la Terre, c'est d'être dans une forme de respect de ces temporalités-là. D'accord ? Et à ce titre, compenser un vol Paris-Marseille en brûlant du pétrole, une roche, en plantant des arbres, est une erreur grossière de syntaxe géochimique. D'accord ? Une faute de langage. Parce que vous ne pouvez pas compenser un cycle long, enfin quelque chose que vous avez piqué à un cycle qui est long, par un cycle qui est court. D'accord ? C'est une grossière erreur. C'est un mensonge. Voilà. Un péché. Je travaille avec des théologiens qui reprennent cette notion du péché, là, travail, c'est assez intéressant. La pellicule habitable de la Terre est donc une zone qui évolue selon des temporalités emboîtées, variables, certaines auxquelles nous sommes sensibles et d'autres non. Et raisonner en temps de résidence, c'est raisonner comme étant des moments d'air dans un flux en devenir. C'est une nouvelle manière de voir le monde. Il n'y a plus de maison, puisque la maison est en permanence construite et détruite. La maison, c'est un moment d'être dans un devenir également. Raisonner de cette façon, de manière hétérotemporelle, permet de sortir d'un certain nombre de contradictions de nos sociétés modernes, interpréter correctement la notion de compensation, sortir d'une écologie, je rappelle qu'écologie, ça vient du grec oikos, qui veut dire la maison, hein, qui viserait à pérenniser un état dont la référence est très difficile à fixer. Ça vous change un peu votre manière de voir. Elle épaissit la vision. La teneur en CO2 de l'atmosphère n'est pas tenue par les arbres, mais par bien d'autres mécanismes, comme en particulier l'altération des roches. Donc de nouveaux acteurs apparaissent dans la scène, dans la chorégraphie, qui sont de nouvelles puissances d'agir. Et cette vision, elle donne de la profondeur. On considère que cette notion de zone critique épaissit la question écologique, hein, lui donne vraiment une profondeur qu'elle n'avait pas assez. Les temps de résidence sont des temps des possibles. D'accord ? Et en particulier l'Anthropocène, cette nouvelle période dans laquelle nous sommes, est alors le moment où une espèce, la nôtre, s'est complètement désynchronisée de ces cycles tous emboîtés et qui ont mis des milliards d'années à se mettre en ordre de marche. D'accord ? Donc pour moi, l'Anthropocène, l'époque des humains, la crise écologique
c'est une désynchronisation. Alors, véritablement une désynchronisation. Alors je reviens sur cette notion de zone critique, je ne sais pas où j'en suis, peut-être que je m'arrête. Si vous m'avez bien compris, nous n'habitons pas le globe, hein, mais une bille. Mais nous n'habitons pas la bille bleue photographiée par une navette spatiale dans les années 70. Nous habitons une mince pellicule, à peine visible sur la représentation du globe traditionnel, une très fine zone, hein, comme une bulle de savon, à la confrontation des énergies d'Hadès et d'Hélios et de leur temporalité. Et cette zone est critique, car c'est la partie de la Terre globe qui a été transformée par le Soleil et par les vivants. Finalement, on vit sur la partie de la planète rocheuse qui a été transformée par le Soleil et les vivants. Elle contient la basse atmosphère, les écosystèmes, le sol, l'humus, l'altérite, l'eau qui coule, d'accord. Dans la zone critique, il y a à la fois le sol et il y a à la fois l'eau, les roches en transformation, et puis les vivants. Nous sommes dans la zone critique. Nous sommes un des composants de la zone critique. Et cette manière de raisonner est complètement à l'opposé de ce que la culture occidentale, après Descartes, essaye de nous dire, ou la culture chrétienne depuis le Moyen-Âge, que nous sommes des maîtres et dominateurs de la nature. Ben non, on n'est pas des maîtres et des dominateurs de la nature, puisqu'on fait partie d'un système qu'on a largement désynchronisé, et dans lequel, si on veut continuer à pouvoir évoluer, à exister, on a intérêt à mieux comprendre pour s'y resynchroniser. D'accord ? Cette zone critique, elle est partout, quasiment partout, sauf à de très hautes altitudes ou à de très hautes latitudes, là où il fait trop froid pour que ces réactions dont j'ai parlé puissent se produire. Et puis elle est critique parce que c'est notre milieu de vie, tout simplement, et que son fragile équilibre dépend notre avenir sur la Terre. Et je vous disais tout à l'heure, hein, c'est comme ça que j'ai rencontré Bruno Latour autour de cet adjectif critique. Alors du point de vue scientifique, et là c'est le scientifique, je prends la casquette de géochimiste, cette zone, le problème de cette zone, c'est qu'elle est très compliquée à étudier. Hein. Elle évolue selon des temporalités qui sont très variables, de la seconde jusqu'au million d'années. Ça, c'est pas facile à modéliser mathématiquement, numériquement. Elle est très hétérogène aussi. D'accord ? L'atmosphère, dont on nous parle beaucoup, un peu trop même, est un truc complètement homogène. Le CO2 que je suis en train de relâcher, dans 3 semaines, est à Taïwan. Or, la zone critique est très hétérogène. Le territoire d'Avignon n'est pas le territoire des coteaux des Cévennes. Il est complètement différent. D'abord parce que les roches sont complètement différentes. Donc faire une politique de la Terre, plus exactement de la zone critique, oblige à rentrer dans un travail de discernement absolument considérable qui est de distinguer les territoires entre eux, de relocaliser les choses également, et c'est ce qui avait beaucoup plu à Bruno Latour, puisque à la fin de sa vie, Bruno a écrit des livres qui étaient Où atterrir, où suis-je, où il pointait du doigt l'échec de la mondialisation qui nous avait mis dans la situation dramatique dans laquelle nous sommes, et disait, eh bien, il faut atterrir, il faut revenir au local, qui n'est pas un local, vous m'avez compris, à la Trump, d'accord, Great Again, mais un local qui est un local dans un global. Parce qu'on ne va pas revenir